président érythréen Isaias Afewerki est arrivé ce mercredi dans la capitale éthiopienne pour y rencontrer le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. On en parle dans cette édition. En Guinée-Conakry, la répression a jusque-là fait une vingtaine de morts sans briser la contestation contre un troisième mandat d'Alpha Condé. Les regards se tournent désormais vers 2020, une année électorale chargée. Et puis au Nigeria, le journaliste et opposant Omoyele Sowore fait ses adieux à la prison. Poursuivi pour trahison et cyberharcèlement contre le président Buhari, sa libération intervient après plusieurs décisions de justice. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président érythréen Isaias Afewerki est arrivé ce mercredi dans la capitale éthiopienne pour y rencontrer le Premier ministre éthiopien. Il s'agit là d'une première visite depuis qu'Abiy Ahmed s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre leurs deux pays. Voici les détails. Abiy Ahmed a accueilli son hôte en personne à l'aéroport d'Addis Abeba. Au menu des entretiens entre les deux dirigeants, d'importants sujets régionaux et bilatéraux. Pendant son séjour en Éthiopie, le président érythréen Isaias Afewerki devrait également rencontrer des responsables éthiopiens pour discuter des sujets bilatéraux. La dernière rencontre entre les deux hommes date du mois de juillet dernier à Asmara. Cette visite est la première depuis qu'Abiy Ahmed s'est vu décerner le prix Nobel de la paix pour avoir initié un rapprochement entre son pays, l'Éthiopie, et l'Érythrée. Le Premier ministre éthiopien s'est vu attribuer le Nobel de la paix 2019 pour la réconciliation qu'il a menée avec l'Érythrée, mettant fin avec le président Isaias Afewerki à 20 ans d'état de guerre entre les deux pays. Lors de la cérémonie de remise de son prix le 10 décembre dernier à Oslo, le Premier ministre éthiopien avait associé à sa récompense son partenaire et camarade de paix érythréen. L'accord de paix de 2018 avec Asmara avait été suivi de la réouverture d'ambassades et de postes aux frontières ou encore du rétablissement des liaisons aériennes. Mais depuis, plusieurs postes aux frontières importants ont de nouveau été fermés et la question épineuse du tracé d'une partie de la frontière reste en suspens. L'opposition politique ivoirienne a donné de la voix hier mardi. Elle a dénoncé des dérives dictatoriales du pouvoir après l'annonce d'un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro et la répression qui s'est abattue contre ses partisans. Des précisions à travers cet élément. La plateforme Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, emmenée par l'ex-président Henri Konan Bédié-Saint-Siège, contre ces dérives dictatoriales répétées du régime RHDP unifié, contraires aux principes élémentaires de la démocratie et de l'état de droit, selon un communiqué. Ex-président de l'Assemblée nationale, candidat d'opposition à la présidentielle de 2020, Guillaume Soro a annulé son retour prévu en Côte d'Ivoire ce lundi. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui le même jour par la justice ivoirienne pour attentat à la sûreté de l'État et détournement de deniers publics. La CDRP se dit surprise de ces accusations, concomitantes à une autorisation régulière de retour au pays d'un citoyen contre lequel aucune charge n'avait été préalablement retenue. Selon une autre déclaration émanant de groupes parlementaires d'opposition, dont le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI de Bédié, Guillaume Soro, toujours député, se trouve désormais contraint à un exil forcé. Les groupes parlementaires dénoncent l'arrestation de 5 députés pro-Soro, condamnant cette énième violation de l'immunité parlementaire des députés en Côte d'Ivoire. Ils exigent leur libération sans condition et l'arrêt immédiat des poursuites. Par ailleurs, le mouvement ivoirien des droits humains a déploré dans un communiqué que l'espace démocratique est en train de se rétrécir gravement en Côte d'Ivoire à moins d'un an de l'élection présidentielle, notant l'interdiction à 2 reprises d'un meeting de l'opposition, les 14 et 21 décembre, et les mesures prises par le gouvernement à l'encontre de Guillaume Soro et de ses partisans. Le mouvement ivoirien des droits humains se dit préoccupé par cette situation qui fait planer des risques de violence et condamne avec fermeté toutes les violations des libertés publiques et des droits humains selon son président Yacouba Doumbia, cité dans le communiqué.
En Guinée-Conakry, l'opposition guinéenne bat le pavé depuis 2 mois contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir au-delà de 2 mandats. Jusque-là, la répression a fait une vingtaine de morts sans pour autant briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020, une année électorale chargée. Des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions. Reportage. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie, des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. Au Libéria, des discussions entre le gouvernement du président libérien George Weah et l'opposition ont permis de faire baisser la tension après une mise en garde de Washington. Mais ces discussions n'ont pas débouché sur un accord concernant la tenue le 30 décembre d'une grande manifestation. Les discussions continuent le 26 décembre, a déclaré dans la soirée le ministre de la Justice Moussa Dine, alors que plus tôt dans la journée, Henri Costa, le chef du Conseil des Patriotes, collectif qui mène la contestation, avait affirmé que le grand rassemblement prévu lundi prochain dans la capitale Monrovia était sur les rails. À l'approche de la manifestation, la tension était montée ces dernières semaines. Le pouvoir reprochait à l'opposition d'appeler à l'éviction inconstitutionnelle du président Weah, qualifiant sa campagne de crimes de trahison, de terrorisme et de subversion. L'opposition, quant à elle, ne voyait pas ce qu'il y a de mal à dire que le président doit démissionner et maintenait son appel à manifester malgré une interdiction décrétée par le pouvoir faisant craindre des violences. Sans déboucher sur un accord complet, la réunion qui s'est tenue en présence de représentants des Nations Unies et de la CEDEAO a permis de rapprocher les points de vue. Le Conseil des Patriotes a renoncé à toute campagne sur le thème Weah démission et a donné des gages supplémentaires pour que le rassemblement soit pacifique, a expliqué le ministre de la Justice. Il a qualifié cet engagement de développement nouveau, mais bienvenu. Nous avons très clairement dit lors de la réunion que nous voulions exercer notre droit à manifester. Ils nous ont demandé d'agir comme lors de la précédente grande manifestation le 7 juin, à savoir de manifester dans le calme. Nous avons répondu que s'il n'y a pas de provocation, la marche sera pacifique, a de son côté expliqué Henri Costa. Ce lundi, un influent membre du Congrès des États-Unis avait mis en garde le gouvernement libérien. La justice du Botswana déboute le principal parti d'opposition du pays. Les responsables de la coalition pour un changement démocratique demandaient l'annulation des législatives d'octobre dernier pour fraude. La contestation portait sur près de la moitié des circonscriptions remportées par le parti au pouvoir.
Le Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir, a remporté les élections générales du 23 octobre par 38 sièges contre 15 pour la coalition pour un changement démocratique, UDC. L'UDC avait contesté les résultats du scrutin devant la justice en faisant état d'irrégularités dans certaines circonscriptions. Elle avait déposé des recours pour 16 circonscriptions sur les 57. Dès la proclamation des résultats, le chef de l'UDC, Duma Boko, avait accusé le régime d'avoir délibérément organisé un vol du scrutin parce qu'il s'était rendu compte qu'il était en difficulté. En énonçant le verdict mardi, le juge a déclaré qu'on ne peut pas conclure que les gens ou les institutions qui auraient eu ces pratiques illégales et corrompues sont des agents électoraux du parti au pouvoir. En ce qui concerne le BDP, des noms sont mentionnés, mais pour aucun d'entre eux, il n'est dit qu'il s'agit de ceux d'agents électoraux du parti, a-t-il ajouté. Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, avait rejeté les accusations de fraude de l'UDC qui devrait faire appel du jugement. Le Parti démocratique du Botswana dirige le pays, ancienne colonie britannique d'Afrique australe, depuis son accession à l'indépendance en 1966. En bref, la cérémonie des funérailles du général Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort de l'Algérie depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika, s'est déroulée ce mercredi. Sa dépouille a été exposée au palais du peuple afin de permettre aux Algériens de lui rendre un dernier hommage. Le nouveau président Abdelmadjid Tebboune s'est recueilli devant le cercueil du général qu'il avait élevé jeudi dernier lors de son investiture à la dignité du Sadr dans l'ordre national du mérite traditionnellement réservé au chef d'État. L'ex-président par intérim Abdelkader Ben Salah et de nombreux hauts responsables ainsi qu'une foule immense rassemblée devant la porte du palais du peuple ont également rendu un dernier hommage au général Gaïd Salah. 35 civils, dont 31 femmes, ont été tuées en cette veille de Noël dans une attaque djihadiste à Arbida, dans le nord du Burkina Faso. Cette attaque est considérée comme l'une des plus meurtrières de l'histoire de ce pays sahélien qui a décrété 48 heures de deuil national. Un nombre important de terroristes ont attaqué simultanément le détachement militaire et les populations civiles d'Arbinda dans la province du Soum. L'attaque d'une rare intensité a duré plusieurs heures, selon l'état-major des armées qui affirme qu'une centaine de motos, de l'armement et des munitions en grande quantité ont également été récupérées. Dans leur fuite, les terroristes ont lâchement assassiné 35 civils, dont 31 femmes, et blessé 6 personnes, a précisé dans un communiqué ce mardi soir le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Une vingtaine de soldats ont aussi été blessés, selon le porte-parole. Le président Kaboré, qui a annoncé sur Twitter le macabre bilan de cette attaque barbare, a salué l'engagement et la bravoure des forces de défense et de sécurité qui ont repoussé l'attaque contre le détachement d'Arbinda. Il s'agit d'une des attaques les plus meurtrières qu'ait connu ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, en proie depuis 2015 à des attaques djihadistes récurrentes comme ses voisins, le Mali et le Niger. Face au péril djihadiste, 5 États sahéliens, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, qui tentent depuis 2015 de mettre sur pied une force militaire conjointe de 5 000 soldats, ont appelé mi-décembre la communauté internationale à les soutenir davantage. La France a convié en janvier les 5 États sahéliens à un sommet pour redéfinir plus clairement les objectifs militaires, politiques et de développement de la lutte commune contre les groupes djihadistes, selon le président Emmanuel Macron, qui estime ambiguë l'attitude des présidents burkinabés et maliens sur le soutien français. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.